Alors, je suis Raymond Lévy de Niederbronn et je vous ai préparé un diaporama sur donc, le cimetière israélite de Gundershofen, qui est marqué tout en bas de la diapositive. Alors, j'ai marqué ça pour les handicapés linguistiques. Les autres comprendront que leur première Skon der Schäfer Beisaulem, c'est du Yiddisch-Deutsch, du judéo-alsacien, et que de Skon der Schäfer, Jutta Kerishoft, c'est carrément de l'alsacien, avec un petit point d'humour, parce qu'en alsacien, on dit Jutta Kerishoft, sachant que Kerishoft, c'est la cour de l'église. Un cimetière, ça s'appelle la cour de l'église. Et donc, pour les juifs, on dit la cour de l'église juive, ce qui est assez savoureux. Voilà. Ça, c'est pour un petit clin d'œil linguistique. Alors, on commence par une image pas belle, mais on va quand même commencer par l'entrée du cimetière, où vous pouvez voir que ici, je ne sais pas si on voit ma flèche. Oui, ça marche. Ici, vous avez une alarme. Hein. On est à peu près le seul cimetière, je crois, juif à avoir une alarme qui avait été installée il y a une vingtaine d'années maintenant par notre président de l'époque, Claude Cade. Voilà. Et à gauche de l'entrée, à droite de l'entrée, on a le local de Tara, pardon, qui a été reconstruit après-guerre, qui aujourd'hui sert de débarras. Et on va rentrer dans le vif du sujet par la phrase suivante. L'ancien local était en bois, il a été incendié par les Allemands. Plutôt non, pas par les Allemands, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était un type de la Hitlerjugend qui avait emmené les jeunes de Gundershofen pour aller démolir le cimetière juif. Ils en ont profité pour incendier le local qui se trouvait en bois et donc qui a disparu, et toutes les archives qui se trouvaient à l'intérieur avec. C'est pour ça que nous n'avons pas d'archives de ce cimetière, on n'a rien du tout, et qu'on est en train de finir de le reconstituer et ça va apparaître incessamment sur le site du judaïsme d'Alsace-Lorraine de Michel Rotet, qui a les éléments maintenant, en tout cas pour l'ancien cimetière. Et j'en profite pour saluer Yeshua Lilki, que j'ai vu dans les parages, parmi les présents, et qui est le traducteur qui a fait, dont nous parlerons plus tard. Voilà. Alors, en passant quelques objets de l'ancienne synagogue de Gundershofen, qui se trouve au cimetière, qui ont été déposés au cimetière de Gundershofen. Alors, vous avez l'étable de la loi qui se trouvait sur le fronton, enfin tout en haut du fronton de la choule. Et il y a un tronc pour la tzedaka qui a été donné par un certain nombre de personnes. On voit ici notamment une Henriette Kaufmann et une Rachel Kaufmann et une Sophie Kaufmann et une Adèle Kaufmann. Et je pense que c'est de la famille très proche de notre ami Michel Rotet. Je confirme pour Adèle. Alors, il y en a une autre ici. Donc ça, c'est la choule telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est transformée en logement. Hein. Vous voyez qu'elle a une architecture assez particulière, hein, avec l'entrée en forme de colonne du temple et ses fenêtres qui ont un aspect orientalisant, tout à fait original. Tout à fait original. Et donc, l'étape de la loi se trouvait au sommet de l'édifice, voilà, sur la façade. Et à côté, on voit un autre tronc de tzedaka, dont du jeune Oscar, fils de Charles Kaufmann, en 5645, ce qui est né en 1915. C'est un Kaufmann, je pense aussi de ta famille, Michel. On voit aussi que le nom a été martelé, et c'est probablement encore l'œuvre des nazis qui essayaient d'effacer les traces des Juifs de la région. Alors, de l'autre côté du cimetière, on a évidemment de quoi se laver les mains et puis de mettre des pierres sur les tombes. Voilà, ce n'est pas le plus intéressant. À l'entrée, il y a une prière dont je peux vous donner la traduction si vous le souhaitez, mais je pense que je n'ai pas besoin de le faire. C'est la prière pour tous les cimetières. Et on va attaquer donc l'entrée dans ce cimetière.
où on voit donc sur la partie gauche, qui est donc orientée bien sûr vers l'est, ça veut dire que l'est est à droite, une série de pierres, enfin toute une zone de pierres tombales qui est de la toute fin du 19e siècle. On est là dans les années entre 1890 et 1900. On reconnaît assez clairement le style architectural assez pompeux et en grès-gris, mais qu'on verra plus tard de plus près. Voilà, on est en plein dans cette zone-là. Ici, vous avez évidemment, c'est la colonne tronquée, c'est une jeune vie qui a été prise un peu trop tôt. Et donc, on est dans la période de l'annexion, comme je vous disais, entre 1880 et 1900, on est dans la partie allemande, et on a bien là le style allemand, mais à noter quand même que ça n'est pas du grès rose, c'est du grès gris, parce que le grès gris est plus dur, il est beaucoup moins friable que le grès rose qu'on verra tout à l'heure. Quelques vues, voilà, en passant. Il y a deux moëllines, il y en a même trois d'ailleurs, mais enfin je vous ai mis la photo que de deux. Qui sont celles de gauche, la plus ancienne des deux, donc de 1879, n'a pas de style vraiment défini. C'est en forme de colonne du temple. À part ça, il n'y a pas de signe particulier, à l'exception, bien sûr, du signe du Moël, c'est-à-dire le livre ouvert avec le petit couteau posé dessus. Par contre, à l'autre extrémité, dans la partie 20e siècle, on a sur une tombe d'un monsieur Mock de Beach cette sculpture sur le marbre. Alors, il faut savoir que c'est plein d'impact et de liquide parce que celle-ci est une dalle, ce n'est pas une stèle. Donc, elle est plus abîmée parce que c'est une dalle qui, est donc, qui reçoit des intempéries bien en face. Et donc, on voit toujours le livre et le couteau, et même peut-être un autre couteau. Alors, est-ce que c'est non, non, pardon, c'est un chauffard derrière, parce qu'il était aussi rasane. Mais on voit la différence de style, comment c'est traité. On est là en plein dans l'art nouveau, dans l'art déco des années 20. Quoi. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Une nature luxuriante, bon, c'est toujours dans la même zone. Vous voyez tous les arbres qui sont là, dont nous parlerons un peu plus avant tout à l'heure, parce que ce cimetière est intéressant par les tombes qu'il contient, mais aussi par son environnement naturel. Comme dans tous les cimetières juifs d'Alsace, des épitaphes en français apparaissent vers 1850 et perdurent après l'annexion de 1870. Témoignage de fidélité à la République émancipatrice. Ça, c'est partout, dans tous nos cimetières juifs. Donc, témoignage de fidélité à la République, mais aussi témoignage de tolérance des Allemands à cette époque-là, qui ne sont jamais opposés à ce qu'on continue à écrire en français. À partir de 1885, comme vous le savez tous, l'affaire Dreyfus va tout changer. Les Juifs d'Alsace et d'ailleurs commencent à perdre confiance dans la République, puisque la France est partagée en deux, les antisémites et les autres. Et donc, la langue allemande en profite pour s'installer, en partie, pas entièrement, jusqu'en 1919. Et ça donne parfois lieu à des inscriptions assez cocasses où on mélange toutes les langues. Genre décédé den 8 février 5605. On mélange trois langues, hein, et trois calendriers. Quoi. Parfois, c'est amusant. Alors, par contre, il y a quelques très belles pierres avec un travail d'artiste contenant du tailleur de pierre dans le grès rose. Mais quand même, regardez cette tombe de Cohen, hein, mais regardez l'inscription en relief. Je ne sais pas si vous imaginez le travail, quoi. Le travail du tailleur de pierre. Et il y en a trois comme ça. Il y a évidemment toutes les architectures de stèles qu'on a l'habitude de voir en Alsace, les chapeaux de gendarme, le style néoclassique, le style néo-gothique comme ici. Voilà, ça, ce n'est pas particulier à Gundershofen, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Par contre, ce type de travail, je l'ai rarement vu.
Quelques autres exemples. Ici, vous avez du néoclassique, hein, le triangle tout à fait classique, qu'on retrouve d'ailleurs sur beaucoup de frontons de synagogues aussi, les synagogues néoclassiques. Les mains de Cohen et des guerres de Lévite, mais ça, c'est tellement courant que je n'en parle pas. Les cimetières juifs sont aussi des conservatoires de l'art des artisans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Qualité des pierres, donc entre le grès rose et le grès gris, et plus tard le marbre ou le granit. Mode architectural, j'en ai parlé. Savoir-faire des tailleurs, j'en ai parlé aussi. Décor sobre, très sobre, comme ici, ou très foisonnant, avec plein de décors, comme on en retrouvera dans la période allemande de la fin du 19e siècle. Décors juifs ou laïques. Alors, les décors juifs, c'est, comme vous le savez tous, c'est les mains de Cohen et les aiguières et les chauffards et les moënim et les colonnes du temple. Décors juifs et laïques, donc colonnes du temple, saule pleureur, rose, feuilles de chêne ou de laurier, entrelacs et parfois même couronne mortuaire, comme ici. Voilà. Alors ça, c'était l'appréciation du tailleur de pierre. Ça n'est pas des figures qui font partie qui sont codifiées, comme tout le monde le sait, dans la tradition juive. Vraiment, une petite question. Oui. On a commencé, bien sûr qu'aujourd'hui on parle des cimetières de Gundershofen, mais les cimetières, c'est un résultat des communautés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à la communauté, la synagogue à Gundershofen? J'y viendrai un peu plus à la fin. Comment? Quand je parle du cimetière, j'y viendrai un peu plus à la fin. Je viendrai autour de ça à la fin. Ça marche. Surtout parce que ce n'est pas le cimetière, il est à Gundershofen, mais ce n'est pas le cimetière de Gundershofen, dans le sens où c'est un cimetière centralisateur de pas mal de communes aux alentours. Et ça, j'en viendrai vers la fin. Par exemple, la stèle qu'on voit au milieu, qui est en bas-relief, la personne vient de Reichshofen. Oui. Alors, c'est le cimetière, sa zone de sa chalandise, comme diraient les commerciaux, elle va de Beach à Gundershofen. Ce qui veut dire qu'elle comprend, mais Beach est plutôt récent. Les Beachois, la plus grande partie va se faire enterrer à Ingwiller, mais une autre partie à Gundershofen. Alors, il y a donc Beach, Niederbronn, Reichshofen, Gundershofen. Mais il y a aussi, et ça on y viendra plus tard, plein de petites communautés autour. Alors, pas du côté sud, pas du côté, ou plutôt ouest, pas du côté Oberbronn, parce que Oberbronn avait son propre cimetière, mais du côté est, avec des villages comme Froschwiller, Gersdorf et surtout Langensulzbach, qui étaient des communautés pas si négligeables que ça, mais qui ont disparu dès le début, qui ont disparu longtemps avant la Première Guerre mondiale. Mais la partie la plus douloureuse de ce cimetière, c'est ces grands espaces vides. Le mystère de l'ancien cimetière. 783 tombes et 350 emplacements vides. Les nazis ont détruit une grande partie des stèles, 350 noms disparus à jamais, assassinat post-mortem de 247 adultes et 103 enfants. Qu'est-ce qu'on en sait? J'en sais quelques petits éléments qui m'ont été rapportés par des témoins. Le premier, c'est qu'il y a un char allemand qui, au moment de la libération en mars 1945, aurait traversé le cimetière pour se positionner, non pas pour détruire le cimetière, mais parce qu'il était bien placé pour tirer sur les Américains qui circulaient en dessous. Alors c'est plausible, mais quand je vois les traces des tombes disparues, ça ne correspondait pas du tout à un passage de cimetière, à traverser de cimetière qui aurait dû traverser de part en part. Or, du côté des murs, les tombes ne sont curieusement pas abîmées. Il y a des signes de reconstruction des murs, mais ce n'est pas si évident que ça.
J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il y a un char qui était un char allemand, un Panzer allemand qui était par là, qui a. Alors, par où il a passé exactement, je ne saurais pas le dire. Et personne, aujourd'hui, plus personne ne peut le dire. Un autre témoignage indique justement que ce militant de la Hitlerjugend aurait amené donc tous les jeunes membres de la Hitlerjugend de Gundershofen pour détruire le cimetière, comme je vous en ai déjà parlé. Alors, ils ont incendié le local en bois, ça je vous l'ai déjà dit, et ça c'était relativement facile. Et après, ils auraient entrepris de casser des stèles, ce qui est un boulot autrement plus fatigant. Je suppose qu'on fait ça une journée ou deux ou trois par semaine, et puis après, on en a marre parce que c'est crevant, et que donc je suppose que ça a manqué un petit peu d'enthousiasme pour tout casser, heureusement pour nous. Et puis j'ai un troisième témoignage qui dit que le maire de Gundershofen pendant la guerre, alors je rappelle que le maire était nommé, il fallait qu'il soit membre de la NSDAP, il était nommé, il n'était pas élu, hein, et que ce maire aurait autorisé un paysan du coin à venir prendre des stèles pour construire sa porcherie. Mais on n'a jamais trouvé des traces chez les voisins, non? Alors, c'était pas dans je suis avec le nouveau maire, et puis avec Valérie, notre nouvelle veilleuse de mémoire, on est sur la piste de quelque chose. On n'a pour l'instant pas encore eu l'occasion d'aller voir sur place. Mais peut-être on va retrouver. Si l'endroit est juste, c'est une maison qui a changé plusieurs fois de propriétaire depuis. Donc, où on peut y aller tranquillement parce que les propriétaires actuels seront hors de cause. D'accord. Donc, on peut au moins aller constater que c'est là. Après, pour les récupérer. Des histoires comme ça, on a eu un peu partout. Oui. Voilà, à Ettendorf, à Westhofen, etc. À Westhofen, oui. Ouais. Sur la place centrale, quoi. Alors voilà, alors maintenant, cette image ne me montre pas, mais si je me mets à la place du gars qui veut prendre des pierres, à sa place, j'aurais pris les pierres des enfants parce qu'elles sont plus petites et plus manipulables. Plus faciles à charger. Voilà. Donc, il y a des indications, mais pas de certitude. J'ai un troisième témoignage différent de tout le reste, qui est de Jacques Strauss qui habite à Paris, qui est né à Reichshofen, et qui m'a raconté que quand il était petit, son père l'emmenait au cimetière après la guerre en 45-46 et qu'il essayait de redresser les pierres et de noter, il avait fait un croquis de toutes les pierres qu'il avait réorganisées. Alors, est-ce que la situation, la position des pierres comme elles sont là, est-ce que c'est celle d'origine ou est-ce qu'elles ont été replacées après la guerre? Je n'en sais rien. On ne peut être sûr de absolument rien dans cette zone-là. On est sûr simplement des pierres qui existent, mais sans savoir même si elles sont à la position originale. Sans certitude. Il y a quand même des indications parce qu'elles sont numérotées et elles sont toutes dans l'ordre. Donc, si elles ont été réorganisées, elles ont été placées dans l'ordre, ça ne veut pas dire qu'elles soient exactement au-dessus de la tombe qui la concernait. Voilà. Alors, il reste quand même que c'est un lieu, et tout le monde le dit, moi je suis un peu amoureux de ce lieu parce qu'il est profondément beau et paisible. On s'y sent hors du monde, dans un paysage des Vosges du Nord qu'on voit au fond, enfin moi je m'en lasse pas, bons arbres au-dessus. Je trouve que c'est un endroit absolument magnifique. Je ne sais pas si on peut dire ça d'un cimetière, mais je le dis quand même. Et voilà, et je voulais vous faire partager ça aussi. Alors ici, on est dans la zone des enfants, qui se trouve en face de la zone que je vous ai montrée avant, de l'autre côté du chemin. Il y a 61 stèles ou pierres tombales entre 1858 et 1977. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de trous entre les pierres, là, notamment au premier plan. Donc là aussi, il manque des stèles. Et c'est peut-être celle-là que le fameux paysan aurait prise. Il y en a 103. Il y a 103 emplacements vides.
Ça ne veut pas dire qu'il y avait 103 stèles qui manquent, mais aujourd'hui, il y a 103 emplacements qui sont vides. Je ne sais pas si il y a eu des tombes ou pas, mais pour ne pas risquer de manquer de respect à qui que ce soit, et même si on ne connaît plus les noms, je préfère qu'on dise qu'il y a je préfère qu'on dise qu'il y avait 103 enfants dont on ne sait plus l'identité, plutôt que de dire qu'il n'y en avait que 50 et en oublier quelques-uns. Voilà, pour moi, j'y tiens beaucoup, ça c'est une question de respect. On a aussi tout au fond quelque chose d'original, c'est une rangée de femmes mortes en couche. Il n'y en a que 8. Elles sont aussi de la toute fin du XXe siècle. Alors, il faut que j'enlève mon truc là, comment je fais pour... j'arrive pas à lire. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Yoav, Oui. Ce cimetière, j'ai fait un petit peu le relevé de tous les noms de communes qui sont marqués sur les stèles. Il y a 40 communes qui sont données. Alors, la plus grande partie sont des communes très proches. Il y en a qui sont plus éloignées, comme Paris ou même San Francisco. Nous avons notamment un gamin mystérieux, c'est un jeune, qui est né à San Francisco, qui apparemment a été orphelin et qui a été enterré à Gundershofen. On ne sait pas qui était la famille, qui s'est occupé de lui. Donc, mais pratiquement sur chaque stèle, il y a un lieu de vie qui est mentionné. Il n'y a que 43 stèles sur 783, c'est-à-dire 5,5%, qui ne mentionnent aucun lieu de vie. J'en conclus que l'origine géographique est une constituante essentielle de l'identité des Juifs d'Alsace. On est Albert Kahn de quelque part. Alors, ça ne manque pas de logique parce que des Albert Kahn, il devait y en avoir un peu partout, comme des Raymond Lévy. Donc, c'est effectivement une façon de distinguer les uns des autres, mais pour moi, c'est aussi un attachement très fort au lieu où on vit. Enfin, s'ils sont tous comme moi, c'est évident. Vraiment, on a un message que l'enfant adopté vient de Rio de Janeiro et pas de San Francisco. Ah, pardon, oui, exact. Et ça, c'est Joshua qui le... Voilà, alors merci. J'en profite pour lui dire salut. C'est lui qui a fait les traductions mais on en parlera tout à l'heure. Ça marche. Je le garde pour la fin, pour la bonne bouche. Donc, je disais que c'était un cimetière centralisateur entre Beach et Gundershofen. Et donc, par le nombre de fois où les communes sont citées, on peut avoir quelques indications sur l'importance passée de ces petites communes du territoire. Alors, ça ne donne pas un indicateur très fort, mais c'est quand même un indicateur. Donc, il y a 11 tombes de Fröschwiller, 13 de Gersdorf et 37 de Langensulzbach, entre 1815 et 1922. Hein. Et par contre, les plus importantes, c'est 280 tombes à Niederbronn, 261 à Reichshofen et 68 à Gundershofen. Donc, je voudrais aussi en profiter pour rappeler à la mémoire générale l'existence de ces petites communautés disparues, Fröschwiller, Gersdorf, d'où était originaire d'ailleurs mon arrière-grand-mère, qui est une de celles dans la tombe qui devrait se trouver dans ce cimetière et dont on n'a pas retrouvé la tombe. On a retrouvé la tombe de son mari, mon arrière-grand-père, mais mon arrière-grand-mère, sa tombe est introuvable. J'avais fait des recherches à Haguenau, à Wörth, à Sulz, à Wissembourg, à Ettendorf, je ne l'ai trouvée nulle part. Donc, je pense qu'elle fait partie de ces 350 tombes disparues de ce cimetière. Voilà. Donc, ça vous donne aussi l'importance relative entre les communautés de Niederbronn et Reichshofen, qui sont à peu près équivalentes, et celle de Gundershofen, qui était quand même un peu moins importante en nombre de membres. Des questions jusqu'ici? Ça aussi par rapport à la taille de la synagogue. Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais il y avait une synagogue à Gersdorf qui a été démolie. Il y avait une synagogue. Il y avait à Froschwiller, il y en avait certainement une. Elle était probablement dans une maison privée. On sait qu'il y avait une maison du rabbin, puisqu'il y avait un jeune homme qui est né à Froschwiller qui est devenu rabbin du Haut-Rhin, grand rabbin du Haut-Rhin même, à la fin du 19e siècle. Non, du 20e siècle, pardon. Il y avait, et dans cette maison se trouve un mikvé. Le rabbin Mock, non? Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Il est enterré à Mulhouse. Oui, ça doit être ça. Et il est décédé en quelle année? Je ne sais pas. Enfin, je l'ai su, mais je n'ai pas gardé. Je n'ai pas retenu, je n'ai pas noté. Mhm. Et voilà, Langensulzbach, petit parterre perdu, très joli d'ailleurs, qui vaut le détour, qui vaut la visite, où il y a d'ailleurs une exposition permanente de peintres impressionnistes. C'est assez sympa. Et très joli village avec de très très belles maisons à colombage, perdu au milieu de nulle part et au fond d'une vallée, assez escarpée d'ailleurs. Voilà, où il y avait une importante communauté juive. Alors, on ne sait pas très bien de quoi les juifs pouvaient vivre là-bas, parce que en termes économiques, ce n'est pas vraiment une région très, très, très riche. Donc, ça confirme aussi là, dans quelle pauvreté, dans quelle misère les Juifs vivaient au XIXe siècle avec des petits métiers qu'on connaît tous, hein, mais qui ne devaient certainement pas les enrichir. Petit détail, dans ce sens-là, mon grand-père, qui était né en 1878, racontait que son grand-père, à lui, on est donc dans les années 1820-30, était quincaillier à Niederbronn et qu'il vendait des poêles de Dietrich. Il vendait des poêles. Et ses clients, ils n'étaient pas que à Niederbronn. Alors, il racontait que, par exemple, il vendait un poêle à quelqu'un de Langensulzbach, il devait le transporter sur le dos. Donc, il mettait une journée de marche, et puis il dormait dans une grange, et puis il revenait le jour à pied. Et il racontait que pour manger, il emportait un oignon et un bout de fromage. Et comme il ne voulait pas rentrer à vide, alors il faisait le tour du village avant de repartir pour essayer de trouver une belle armoire paysanne qu'il achetait et qu'il démontait et rechargeait sur le dos, et il savait qu'il pouvait la revendre au baron de Dietrich. Et quand il avait réussi ce coup-là, il avait bien gagné la vie pour toute sa famille pendant une semaine. Ça ne donne pas des chiffres, mais ça donne une idée du mode de vie de l'époque. Voilà, alors je passe. Alors, la plus ancienne stèle connue, Oui. parce que comme il y en a beaucoup qui ont disparu, on ne sait pas. Il y en a peut-être de plus anciennes. D'ailleurs, on ne sait même pas exactement quand est-ce que le cimetière a été créé. J'ai fait des recherches à la fois au cadastre et dans le registre de délibération du consistoire. J'ai passé tout le registre en revue pour tout le 19e siècle. Je n'y ai jamais trouvé aucune mention d'aucune création de synagogue ni d'aucune création de cimetière, ce qui m'a laissé pantois quand même, parce qu'aucun de ces lieux ne pouvait se faire sans autorisation du consistoire. Et je n'ai trouvé aucune trace dans les registres de délibération. J'ai trouvé de temps en temps une délibération qui disait que le commissaire de tel village était très malade et qu'il fallait le remplacer, mais je n'ai jamais trouvé de mention de création d'un lieu dans le registre du consistoire. Je l'ai épluché de A à Z sur tout le 19e siècle. Je trouve ça assez étonnant. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une trace quelque part. Alors, dans les archives, que ce soit maintenant le cimetière de Gundershofen ou la synagogue de Benfeld, on doit forcément, ou de Strasbourg, ou de que sais-je, on doit forcément trouver une délibération du consistoire qui approuve l'éducation des lieux. Forcément. Enfin, je ne peux pas m'imaginer autrement. Pour Reichshofen, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé une lettre, mais ça, c'était aux archives départementales. Une lettre qui confirmait qu'il était d'accord pour construire une synagogue qui avait déjà été décidée par les gens de la communauté, quoi. Donc voilà, c'est un mystère pour l'instant.
Donc, cette plus ancienne stèle, vous avez au-dessus la fiche Excel, enfin la ligne Excel du tableau Excel réalisé par notre brillant traducteur Yoshua Lifti. Vous avez donc tout à fait à gauche le numéro de la tombe, d'après la nomenclature que nous avons mise en place. Vous avez le texte en hébreu, sa traduction en français. Ici repose, zut, il y a un truc qui vient se mettre devant là, je n'arrive pas à lire, voilà. Ici repose la jeune fille Léa, fille de l'honorable laïc de Niederbronn, décédée et inhumée le jeudi 13 Adar en l'an 575 du Petit Compute, que son âme soit liée au faisceau des vivants auprès des autres justes reposant au jardin d'Éden. Amen. Au verso, il n'y a pas de texte, donc pas de traduction non plus. Le nom du père, c'est Laïb. Le prénom de la jeune fille, c'est Léa. Elle n'était pas mariée. Et son lieu de vie, c'était Niederbronn. Et elle est décédée le 23 février 1815. Je voudrais quand même préciser que Yoshua, quand il note des choses comme ça, ne se contente pas des dates marquées sur la stèle, et il va vérifier systématiquement dans l'état civil pour voir s'il y a une concordance, parce que des fois, il n'y en a pas. Si la personne décède, on va dire à 23 heures, d'après le calendrier juif, ce sera tel jour, mais d'après le calendrier civil, ce sera le jour précédent. Bon, donc il a tout vérifié, l'état civil de tous nos pensionnaires de ces cimetières, ce qui n'était pas un petit travail. Et surtout quand les actes de décès sont rédigés en vieil allemand, en allemand gothique, qui n'est pas toujours facile à déchiffrer. Et on a passé quelques heures ensemble à le faire, n'est-ce pas, Yoshua? Sur la tombe, elle est intéressante parce qu'on voit une rose. La rose, c'est le symbole de l'éphémère, mais aussi de l'éternel parce qu'elle renaît tous les ans. Parce qu'elle renaît tous les ans. Donc, ça va particulièrement bien à l'âme d'une jeune fille. Voilà, je ne sais pas si c'était un choix des parents ou si c'était un choix du tailleur de pierre. Mais c'est particulièrement, je trouve, pertinent. Alors, l'autre question, c'est où étaient enterrés les Juifs avant la création de ce cimetière? Alors, on n'en sait strictement rien. On peut faire que des suppositions. D'après Asher Lévy, que tout le monde a entendu parler d'Asher Lévy. Peut-être tu peux expliquer rapidement qui est Asher Lévy. Attends, j'avais préparé son bouquin, mais il s'est retrouvé. Ah, si. Alors, ça, c'est les mémoires. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Alors, il faut... Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, Asher Lévy est un monsieur qui est de Reichshofen. Enfin, il n'était pas originaire de Reichshofen. Il était originaire de Bavière. Et son père l'a envoyé faire, quand il a eu 15 ans, son père l'a envoyé faire des études rabbiniques dans la principale école d'Europe, la plus célèbre et la plus importante école rabbinique d'Europe, qui était Prague. Donc, il a envoyé son gamin de 15 ans à Prague. Je ne sais pas si aujourd'hui on fait ça encore, on laisserait nos enfants partir seuls à 15 ans. Il a donc fait ses études à Prague et puis après, il les a complétées à Metz. Et là, il a été contacté par le président de la communauté de Reichshofen, qui espérait marier sa fille à un étudiant brillant dans l'espoir qu'il devienne un grand rabbin. Alors, ce Asher Lévy, qui était effectivement brillant, n'est pas devenu un grand rabbin parce qu'il le dit lui-même. Il avait tendance de temps en temps à aller au cabaret et puis à vider trop de gobelets de vin. D'ailleurs, il passe dans ses mémoires son temps à rappeler année par année quel est le prix du vin et les pommes de terre. Et donc, il n'est jamais devenu rabbin, ce qui fait qu'il a son beau-père, ils sont devenus, enfin, une histoire de famille, quoi. Mais n'empêche, il a vécu à Reichshofen
pendant une longue période qui concerne ses mémoires, desquelles il écrit de ses mémoires, Asher Lévi. J'en profite par parenthèse pour rappeler que l'association Ashern s'appelle comme ça par clin d'œil à ce Asher Lévi qui était un des personnages principaux de notre territoire. Alors, Asher, c'est devenu Ashern, comme les amis des sites hébraïques des environs de Reichshofen et Nîmes. Et c'est le principal témoignage que nous ayons de ce qui s'est passé dans la région pendant la guerre de 30 ans. Mais ça, ce n'est pas le sujet du cimetière. Le sujet du cimetière, c'est qu'il raconte qu'il a enterré son beau-père et plus tard son père à Ettendorf. Donc, on peut penser que naturellement, les Juifs de la région se faisaient enterrer à Ettendorf, qui était un cimetière centralisateur pour tout le comté de Hanau-Lichtenberg. Or, les seigneurs de Oberbronn et Niederbronn étaient les seigneurs de Leiningen et Westerburg qui étaient associés ou alliés encore ma pub, qui étaient alliés au Hanau-Lichtenberg. Donc, il ne serait pas du tout étonnant que ce soit Ettendorf, le cimetière de la région. Il y a une autre indication qui est que il y avait un Rabbi Leib Katz d'Oberbronn, dont on a retrouvé la tombe à Ettendorf aussi, qui est décédé dans les années 1790, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est encore un mystère de plus, qui sera peut-être éclairci un jour, mais je ne sais pas si on pourra peut-être un des documents un jour. En tout cas, le cimetière de Gundershofen, comme celui d'Oberbronn, ils sont contemporains. Hein. La plus ancienne stèle de Gundershofen, c'est 1815. La plus ancienne stèle de Oberbronn, c'est 1814. Donc, ils sont tout à fait contemporains. En tout cas, ces deux cimetières témoignent de la vitalité du judaïsme rural dans un territoire qui est assez reculé. On est loin des grands centres. Hein. Donc, la vitalité du judaïsme rural à cette époque, c'est-à-dire à peine une génération après l'émancipation des Juifs de 1791. Alors, c'est peut-être justement parce que le territoire est reculé et loin de tout. Ettendorf, c'est quand même très loin. C'est pas plat, ça monte et ça descend tout le temps. Transporter un corps sur les 25 km pour aller à Ettendorf, c'est pas vraiment facile. Donc, c'était probablement ça l'explication, d'avoir, pour des raisons de confort, un cimetière plus proche, ce qui permet aussi d'ailleurs à toute la famille d'y accéder. Alors que quand c'est très loin, les petits-enfants ne les emmènent pas, ou la grand-mère très âgée, on ne peut pas l'emmener non plus, etc., etc. Donc, la création de ces nécropoles de proximité semble donc constituer une priorité au début de ce 19e siècle. Ce n'est que la génération suivante qui va s'attaquer à l'édification de nouvelles synagogues, comme on le sait tous. Hein. Voilà, c'est quand même un point qu'il fallait mettre en valeur, je crois, sur l'histoire de nos communautés rurales. Alors après, on a une curiosité qui est cette stèle-là. Alors, qui est très abîmée, hein. Elle est très très abîmée, elle est devenue presque illisible. C'est aussi pour ça qu'il est important de conserver virtuellement ces stèles qui sont en train de disparaître et qui disparaîtront toutes l'une après l'autre. C'est pour ça que la conservation virtuelle de Michel est tout à fait essentielle. En tout cas, on voit la traduction de Yoshua qui a mis les quelques mots d'hébreu qu'on pouvait déchiffrer, pardon. Puis il a mis en dessous le texte en allemand, Salomon Trost, Eckhardt. Alors je regardais aussi Eckhardt, c'est un tout petit village en Hesse, donc en Allemagne. Verwundet in der Schlacht. Pardon. Verwundet in der Schlacht bei Wörth am 6. August 1870.
qu'il a traduit Salomon Trott de Eckhard Roth, blessé pendant les combats près de Wörth le 6 août 1870. Le 6 août 1870, c'est le jour de la bataille dite de Reichshoffen. On l'appelle la bataille de Reichshoffen, la première grande bataille de la guerre de 70. On l'appelle bataille de Reichshoffen, mais elle n'a jamais eu lieu à Reichshoffen. Au contraire, elle a eu lieu près de Wörth. Les Allemands disent la bataille de Wörth et ils ont raison. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle bataille de Reichshoffen chez nous? C'est pour deux raisons. C'est parce que le maréchal MacMahon y a dormi avant la bataille au château de Dietrich, et aussi parce que c'était le dernier bureau du télégraphe sur cette région-là, et que donc le télégramme qui a annoncé la défaite, il est parti de la bataille de Reichshoffen, et qu'à Paris, ils ont donc interprété ça comme la bataille de Reichshoffen. En attendant, il s'agit donc, notre Salomon Trott est donc un soldat juif allemand, un Cohen en plus. Hein. Ici repose Shlomo, fils de Le Cohen, prénommé Trott. Alors Trott, ce n'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Et on sait lire contre la France. C'était donc bien un soldat allemand, un soldat juif allemand, qui s'est battu contre l'armée française. On est en train de commencer des recherches sur lui. J'ai lancé là-dessus des gens qui sont un peu spécialisés sur l'Allemagne et j'attends leur réponse. Voilà. Des questions jusque-là? On garde la question avant. Il faudra qu'on avance un peu. D'accord. Il est déjà 45. Ah oui. Pas de célébrité ni de rabbin connu dans ce cimetière, sauf, allez-y imaginer, parmi les stèles disparues, comme je le disais tout à l'heure. Notamment, on aurait dû y trouver les ancêtres de Claude Vigée, Joseph Moïse Lévy et son épouse Léa, tous les deux de Gundershofen, décédés en 1840 pour Joseph, 1827 pour Léa. On y trouve par contre tous les ancêtres maternels de Pierre Dac. Alors, je rappelle que Pierre Dac est un des meilleurs humoristes français qui a fait de la résistance psychologique là, sur Radio Londres et qui s'appelait, de son vrai nom, Israël, qui s'appelait Pierre Israël. Sa mère, la famille de sa mère a quitté Niederbronn en 1871 parce qu'ils ne voulaient pas être annexés par l'Allemagne. Ils se sont installés à Châlons-sur-Marne, où elle a épousé donc monsieur Israël. Et ils ont eu deux fils, dont l'un s'appelait, dont l'aîné est mort pendant la guerre de 14, et le second, c'est Pierre Dac, que tout le monde connaît, qui parle donc toujours non pas de Châlons-sur-Marne, mais de Chalom-sur-Marne. Voilà, Michel nous met le portrait de Pierre Dac sur son écran. Merci, Michel. Alors, je passe à deux parties. Il y a le nouveau cimetière, qui commence en 1924, où il y a à ce jour 183 tombes. Je dis à ce jour parce qu'il est toujours utilisé. Donc, entre les deux parties, on a un total de 966 tombes et 357 emplacements vides. On a une réserve disponible pour les enterrements à venir d'environ 150 places. Ça dépendra si c'est des places simples ou doubles, etc. Mais enfin, on a de la réserve. Voilà. Nous avons aussi entre les deux un monument à nos martyrs disparus pendant la guerre, qui a été offert dans les années 70 par un donateur ou une donatrice qui voulait rester anonyme. Mais on le remercie quand même. Alors, l'aspect de ce nouveau cimetière est complètement différent de l'ancien. Hein. Évidemment, c'est l'époque moderne, c'est beaucoup plus froid d'aspect, surtout par le granit qui est utilisé d'ailleurs. C'est évidemment plus froid que le grès rose. C'est une ambiance complètement différente. Mais à signaler que dans cette zone, on va trouver de nombreux déportés et morts pour la France. Il y en a une vingtaine. Ils sont ils ne sont pas tous enterrés là, ils sont souvent, pour ceux qui sont déportés,
Ils sont évidemment morts dans les camps de concentration, en particulier à Auschwitz, mais aussi au Puy de Guéry. Et ce sont leurs parents ou leur famille qui ont voulu mentionner leur mémoire sur leur stèle. C'est le cas dans ma famille, par exemple. Il y a aussi des gens qui sont arrivés après la guerre pour des raisons diverses. Alors, d'Afrique du Nord, bien sûr, mais il y a aussi un monsieur d'origine roumaine qui a épousé une dame de Reichshofen. Ils sont tous les deux enterrés là. C'est monsieur et madame Servu. Et il y avait aussi un monsieur qui était d'origine égyptienne, monsieur Moseri, qui était d'origine égyptienne et qui est venu travailler au casino d'Iravon dans les années 70. Et puis, il y avait évidemment Jacques Baudebol, qui était d'origine marocaine et qui est devenu le fondé de pouvoir du casino aussi, qui se trouve là. Voilà. Et puis, j'ai une famille dont je ne sais rien, qui ont été enterrés dans les années 70 et qui s'appelle Schmerkin. Donc, c'est un nom qui sonne tout à fait yiddish, et même yiddish russisant. Ça peut être polonais, ça peut être aussi lituanien, ou ça peut être ukrainien, je ne sais pas exactement. Je ne sais rien de ces personnes, et j'aimerais bien savoir qui ils étaient, pourquoi ils sont enterrés à Gundershofen et pas à Strasbourg ou ailleurs. Si quelqu'un a une idée sur la question, ça m'intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à voir comment la mémoire disparaît à une vitesse folle, c'est-à-dire que ces Schmerkin, certainement, ceux qui l'ont enterré savaient à peu près qui c'était, mais une génération après, on ne sait plus. Donc la mémoire se perd à une vitesse folle. Et j'ai demandé à tous les gens que je connais d'essayer de me faire 2-3 lignes de biographie sur leurs chers disparus, de sorte qu'on puisse au fur et à mesure les intégrer dans le tableau. On peut toujours ajouter pourra toujours ajouter des choses, Michel, je pense. Michel, Ouais. À l'avenir, on pourra rajouter Tout à fait, des éléments aucun au fur et à problème. mesure qu'on les découvre. Aucun problème. D'accord. Parce que ça, je crois que c'est important pour la mémoire Aucun des familles problème. Tout est faisable. Voilà. Bon, je continue. Après, un certain nombre de travaux dans ce cimetière. En 2016, on a complètement fait refaire l'allée centrale. Alors ça, c'était en 2016. On commençait à comprendre que le consistoire de l'époque allait nous vider les comptes. Donc, on s'était dépassé d'utiliser l'argent avant que ce soit trop tard. On a bien fait. Et puis, à la même époque, on a commencé à travailler avec Jean-Pierre Kleitz pour les travaux qui se concluent maintenant. Donc, Jean-Pierre a nettoyé et photographié les 500 premières stèles en 2016. Yoshua Lilti a commencé les traductions à la même époque, à la fin de 2016. Nous avons continué en 2017, mais il y avait deux choses. La première, ce que les comptes avaient effectivement été vidés, on ne pouvait donc plus le payer. En même temps, j'avais fini par trouver un accord avec le consistoire, mais qu'on n'a pas pu réaliser parce que après c'est Jean-Pierre lui-même qui est tombé gravement malade et qui ne pouvait pas plus travailler. Donc il a fallu qu'on se débrouille avec d'autres moyens et on les a trouvés en faisant appel à une association niederbrannoise qui s'appelle ICERF, comme Institut chrétien pour l'Europe, réseau français, basé à Niederbronn et dirigé par l'actuel maire de Niederbronn d'ailleurs. C'est une association qui recrute des jeunes volontaires européens pour les placer, pour qu'ils passent une année de bénévolat comme un service civique d'ailleurs, et ils les placent dans des maisons, dans différentes maisons en toute la France, en majorité des maisons de handicapés ou de personnes âgées, où ils vont donner un coup de main, où ils vont apprendre le français et où ils vont surtout avoir, parce que ces gamins ont 18, 19, 20 ans, et souvent c'est des gosses qui cherchent leur voie et qui se donnent comme ça un an pour décider de la voie qu'ils vont suivre.
Je me rappelle d'une jeune Allemande qui était très intéressante, qui hésitait, elle ne savait pas si elle voulait se lancer dans la politique ou dans la médecine. Un an après, elle avait fait son choix. Voilà. Elle préférait la médecine parce que de médecine, on peut aller à la politique, alors de la politique, on ne peut pas aller à la médecine. Voilà. Enfin, toujours est-il que ces gamins nous ont fait, aider par les bénévoles d'Achern, nous ont fait en moins d'une semaine le nettoyage de toutes les stèles qui restaient. Donc 966 moins 500 qui a été déjà fait, ça fait 466 qui ont été nettoyés par un groupe de 8 jeunes. J'ai dans la foulée tout de suite fait les photos et Joshua Lilti vient de terminer donc les traductions pour l'ancien cimetière. Et donc les 783 tombes de l'ancien cimetière sont terminés et se trouvent chez Michel pour être publiés dès que possible. Pour les 183 qui restent, la poursuite des travaux de traduction au nouveau cimetière a démarré et dès que ce sera terminé, elles iront suivre la même destination chez Michel, où elles seront consultables évidemment par tout le monde. Voilà. Petite image des jeunes à l'œuvre. La jeune fille dont je vous parlais qui hésitait entre la politique et la médecine, c'est elle. Alors parmi eux, il y avait un garçon et 7 filles. Il y avait 2 Allemands, une Italienne, une Lituanienne, une Roumaine et une Italienne, je crois. Donc c'était tout à fait sympathique, c'était plein de vie et de diversité. Et quand on avait terminé le travail, on les a tous invités à un petit dîner à la terrasse du Casino Niederrhoden. Voilà. Parce qu'il nous paraissait important aussi de leur marquer notre reconnaissance. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que je me rappelle que cette association a travaillé il y a 10 ou 15 ans au cimetière d'Oberbronn, à la demande du consistoire à l'époque, et qu'ils ont fait le boulot et qu'ils attendent encore aujourd'hui les premiers remerciements, ce que je trouvais un petit peu pas très évident. Voilà. Et moi, il nous reste encore. Ouais, alors après, on a fait une cartographie par Braun et Lidar, alors je passe rapidement. Voilà ce que ça donne. Ça donne un plan à 3 cm près, hein, quand même une précision extraordinaire, duquel il n'y a qu'à faire des agrandissements pour avoir les zones qu'on veut travailler. Ça, notamment, c'est la zone la plus ancienne, celle où il y a tous les trous, là, tout ce qui manque, toutes les parties où il y a des trous qui manquent, hein, sans compter les petites manquantes à l'intérieur des rangées, quoi. Voilà. Alors, je passe. Ce cimetière, c'est aussi un havre de paix, puisqu'on n'y va pas souvent. Et donc, c'est un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales. Alors, vous avez ici, ça se trouve bizarrement sur la tombe de mes parents, une menthe religieuse en train de dévorer une sauterelle. Vous avez ici un habitat un peu plus sympathique, mais qui fait quand même beaucoup de dégâts. On a énormément de trous dans le sol. Comme le sol est sablonneux à Gundershofen, c'est très facile à creuser. Et donc, ils font des galeries et des trous partout. Ces chers renards. On a aussi, je vous en ai déjà parlé, quelques arbres magnifiques, dont plusieurs chênes majestueux qui ombragent les lieux. Ils sont bien plus vieux que le cimetière, ce qui me fait penser que le cimetière était peut-être édifié ou installé dans un ancien bosquet. Puisqu'il y en a plusieurs autres, on est en sommet de colline et il y a plusieurs bosquets dans le parage. Donc c'était peut-être un bosquet dont une partie a été coupée pour y installer le cimetière. En tout cas, ça donne une ombre tout à fait bienvenue en été et ça donne une ambiance qui est unique, hein, que l'on reconnaît dans aucun cimetière, dans aucun autre cimetière juif. Alors par contre, parmi les tombes aussi. Hein? Ça protège les tombes aussi. Oui, bien sûr. Enfin, oui et non, parce qu'il y a quand même les... Bon, sauf les récemment, ouais. Ouais. Alors, on a aussi des pins sylvestres, dont un qui était tout à fait emblématique du cimetière, qui se trouvait juste à la limite entre l'ancien et le nouveau.
et il était au-dessus des tombes des enfants. Or, il est très ancien, on l'avait fait élaguer plusieurs fois, et cet été, Bertrand Net, le monsieur qui s'occupe de l'entretien du cimetière, me dit « Tu as vu ce qui se passe là-haut ?» Ben non, je n'avais pas vu. Alors au début, il était complètement fendu à la cime, et que cette partie-là était fragilisée et risquait de tomber carrément sur les stèles qui se trouvent en dessous. Donc, alerte à bord. Et il a fallu prendre la décision de l'abattre, mais on ne pouvait pas l'abattre d'une seule fois parce qu'on ne pouvait pas le faire tomber au sol, il aurait fait un désastre. Donc, il a été dévité par petits bouts. Un certain jeudi matin, je me rappelle, ah non, c'est vrai, tu n'étais pas là. Donc voilà, donc par petits bouts, par petits bouts, par petits bouts, hein, on en voit un qui tombe là. Il y en a qui jettent les bouts pour qu'ils ne tombent surtout pas sur les stèles, quoi. Et puis après, quand on avait fini de l'élaguer, on a vu qu'il était creux à l'intérieur, que de toute façon, il n'aurait pas résisté longtemps. Et Bertrand Net, qui est là d'ailleurs, l'a estimé son âge à environ 240 ans, ce qui fait qu'il aurait été planté en 1780, c'est-à-dire avant la Révolution française. Donc bien plus vieux que le cimetière. Et comme les chênes sont encore plus vieux que ce pin, voilà. Donc après, il a été décidé, moi ça me faisait trop mal de l'enlever complètement, ça aurait fait un grand vide. On a décidé de garder comme un totem, hein, de garder un souvenir de cet arbre, comme on regarde aussi des souvenirs de nos disparus, quoi. Voilà, c'est pas la même chose, mais ça fait partie de l'âme de ce cimetière. En passant la cérémonie des Slirotes, le 29 août dernier, qui a été dirigée par Jonathan Blum, on y reconnaît Michel Cahen, on y reconnaît Jean-Pierre Lévy, mon cousin, on y reconnaît son fils et on y reconnaît Robert Bloch qui nous écoute aujourd'hui, je crois. On y reconnaît aussi François Serbu, le fils de ce monsieur Romain qui a épousé une dame de Reichshofen dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis évidemment Alain Cahen, l'épouse de Michel. Voilà. Ainsi que mon épouse et ma frangine. Voilà. Et puis, donc, le 19 septembre d'après, il y a eu les Journées européennes de la culture juive, où nous avons ouvert le cimetière, où on a eu 70 personnes, 70 visiteurs, y compris le maire. Alors, le maire, c'est lui, c'est le tout nouveau maire de Gundershofen. Et il est aussi conseiller général, conseiller départemental depuis pas longtemps. Et la particularité de cette visite, c'est qu'elle a été faite par notre toute nouvelle veilleuse de mémoire, Valérie Lopez, qui a pris en charge, et avec beaucoup de conscience et beaucoup de cœur, a pris son boulot de veilleuse de mémoire avec son mari André, que je vous propose de découvrir dans la vidéo qui va suivre, mais en vous demandant de monter le son parce qu'ils ont fait la prise de vue au cimetière et il y avait un peu de vent, donc le son n'est pas très bon, il faut le monter assez fort. Ça va, tout le monde voit? On voit mais sans son. Alors, ça ne marche pas très bien. Ah. C'est très coupé. Ah. Parce que moi, j'entends pas bien, mais j'ai monté le son, quoi. Il faut partager le son aussi. Oui. Ah, comment je fais? Dans le programme. Ouais, mais là, je ne sais plus comment je fais. Ouais. Je ne sais pas comment j'y fais, là. Vous êtes en train de partager votre écran. Dans partager l'écran, il doit y avoir partager son aussi. Arrêtez la vidéo, désactiver le son. Participants, nouveau partage, mettre le partage en pause. Plus, alors que si en plus, suspendre, arrêter l'enregistrement, réaction. Partager l'audio. Oui, oui, oui. Partager l'audio, voilà, c'est fait. Alors, on va voir si ça passe mieux.
Vous entendez? Oui, faiblement, mais on entend. Voilà. Cet endroit avant. C'est une marque de confiance qui nous a été accordée et qui nous a énormément touchés de la part du consistoire. Le cimetière juif, donc, dans notre village, représente une trace de la communauté juive dans notre région. Cela fait partie des différentes cultures et richesses que cela représente, entre autres qui cohabitent depuis bien longtemps. C'est important de ne pas l'oublier. Il faut préserver ce cimetière juif car c'est un livre à ciel ouvert. Les plus anciennes tombes datent de 1815 et elles font partie de notre patrimoine local. Il ne faut pas oublier que par le passé, la communauté juive était très importante dans notre région. Nous-mêmes, nous ne sommes pas de confession juive, mais catholique et protestante. Donc un visiteur non juif peut mieux comprendre les traditions juives en visitant ce cimetière, car il est plein de richesses. L'emplacement des pierres, les gravures, l'ancienne partie et la nouvelle partie, la beauté et la simplicité du lieu aussi, et une pratique funéraire différente. Si aujourd'hui j'emmène un jeune dans ce cimetière, cela permettra de lui transmettre cet héritage et cette mémoire pour ne pas oublier. Et il pourra mieux comprendre et appréhender l'histoire de ce lieu et l'histoire en général. Merci. Merci. Voilà, alors tout est dit, je crois. Il s'agit d'un couple particulièrement sympathique et qui prend les choses à cœur, à tel point que Valérie, elle a pris son courage à deux mains et puis elle a décidé de guider elle-même la dernière visite du cimetière, ce qui était courageux. Elle s'en est sortie et je suis très content qu'ils aient choisi de s'engager dans cette charge de veilleur de mémoire et je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais signaler en passant aussi que Valérie Lopez est adjointe au maire de Gundershofen. Voilà. Super. On s'achemine vers la fin. On garde peut-être quelques minutes pour… Oui, alors je vais très vite. Après, c'est des considérations un petit peu, voilà, que je vous laisse juge d'approuver. Que ce lieu chargé d'histoire comme un livre à ciel ouvert puisse dorénavant rester un lieu de paix et garder intacte sa beauté et sa sérénité, protégé par les générations futures. Que nos défunts, acteurs fragiles d'un passé mouvementé, nous protègent par le témoignage de leur histoire et leur enseignement muet de toute discrimination antisémite auprès des visiteurs. Et que, comme ils m'ont dit sur toutes les stèles juives, que leur âme reste liée au faisceau des vivants. Basic Force, je vais commencer en Yiddishkeit, je dirais en Yiddishkeit. Basic Force, maison des tombes. Keiferhofes, tombeau des ancêtres. Beis Aulem. Beis Aulem, maison du monde. Beis Chaim, maison des vivants. Les noms de cimetières en judéo-alsacien, en Yiddishkeit. Rajouterons-nous peut-être, en tout cas c'est un vœu, Beis Sholem, maison de la paix. Voilà, j'en ai fini, merci. Et merci beaucoup. Merci. C'était magnifique. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient réagir. Voilà. D'abord, merci à Raymond pour avoir expliqué très, très clairement tout ça. C'était super. Merci. Il y aura toujours organisé des programmes qui sont très intéressants. Et Myriam. Alors, qui est avec nous, Raymond, tu as dit? Il y a… Yoshua Lilki est là, mais je sais que lui, il devait s'en aller à 3h absolument, donc il nous a peut-être déjà quitté. Je ne sais pas s'il est là. Il est là, il est avec nous. Je reste. Voilà. C'est trop passionnant. C'est la première fois que je vois son visage, et en plus, je vois qu'une partie. Parce qu'on parle toujours au téléphone. Salut. On est devenus très copains, mais que par téléphone, quoi. Copains virtuels. Voilà. Est-ce que je peux faire une petite remarque?
Oui, Ingrid. Bien sûr, Ingrid. Tu sais, c'est par rapport à l'arbre que vous avez élagué. Oui, Donc, on a eu le même cas à Marmoutier. Dans le cimetière, c'était un arbre immense. Oui. Et pareil, on a conservé le tronc parce qu'il était majestueux. oui. Et en fait, quand on a commencé à nettoyer les stèles en 2018, on passait tout le temps à côté, mais on ne touchait pas. Et il a fini par s'écraser et puis il a cassé au moins 3 ou 4 tombes parce qu'il était devenu complètement friable. Ah oui, Donc, il faut surveiller quand même le tronc qui oui, reste. effectivement. Mais Mm. on l'a fait examiner par l'élagueur qui disait qu'il n'est pas prêt de tomber, quoi. Mhm. Bertrandette était assez confiante, donc je lui fais confiance. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Mais c'est vrai qu'on avait envisagé ce cas de figure parce qu'il était creux au niveau des branches, mais pas le tronc. Le tronc qui reste n'était pas creux du tout. Oui. Chez vous, l'arbre était malade depuis longtemps, depuis des années. Oui, bien sûr. Bah, il est très vieux, hein, il a 240 ans au minimum. Donc voilà. Alors là, je vois quelqu'un dont je vois le haut des lunettes et les cheveux bouclés. Je ne sais pas qui c'est. C'est moi. Bonjour. C'est Nicole. Ah, c'est Françoise? Non, c'est pas Salut Françoise. Nicole. C'est Nicole. C'est Nicole. Ah, Vanier. bonjour Nicole. Bonjour. J'ai vu que Robert Bloch était parmi nous aussi. Robert Bloch est un Parisien de Reichshoffen. D'accord. Et je pense qu'il n'est plus là. Ouais. Il y a Il Claude était avec Bloch nous tout le encore. temps. Il y a peut-être François Serbu, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, une petite question, Yoshua. Il reste combien de tombes encore pour terminer le cimetière? Alors, je ne sais pas exactement. Je Ah si, compte il y que en a celle que je fais. 183 en tout, mais vous en avez déjà fait pas d'une vingtaine. Ouais, j'ai avancé. Donc, il en C'est sur reste les dernières 160 en tout. 83? Ouais, donc il en reste environ 160 à traduire. D'accord. Ouais, peut-être un peu moins. Oui, parce qu'entre-temps, vous avez avancé, je suppose. Est-ce que c'est Yoshua qui va traduire aussi les stèles du cimetière de Marmoutier? Ah, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas parce que Chantal m'a dit que tu avais contacté Yoav pour un traducteur. Tu lui as parlé de Yoshua ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, ça, il faudra qu'on regarde par rapport aux choses qui étaient faites déjà. Et... Parce qu'il est déjà pratiquement engagé pour Ettendorf qui est en cours. C'est pas un petit travail. Sans compter Oberbrunn. Alors, Ingrid, tu ne vas pas me tirer dans les pattes. Bon. J'aimerais bien une précision de Yoshua, s'il peut me répondre. Raymond nous a montré des stèles avec une gravure en relief. Alors, je voulais savoir, il me semble qu'à l'ariquement ou talmudiquement, on n'a pas le droit ou ce n'est pas conseillé de faire des inscriptions qui ne soient pas gravées. Oui, c'est quelque chose que je m'étais promis de vérifier et je ne l'ai pas fait. Ah. Mais aujourd'hui, on fait des stèles en granit sur lesquelles on pose des lettres dorées. Exact, exact. Donc, je pense que ce n'est pas un problème. Oui, on y pose des quelque chose que je voulais granit, vérifier, je n'ai pas pris le temps. D'accord. Ben, si tu pouvais vérifier, Joshua, ça m'intéresserait beaucoup. Parce qu'il y en a très, très peu finalement, hein, avec d'anciennes stèles avec l'écriture en relief. Hein. Oui. Il y en a aussi quelques-unes à Ettendorf, hein, mais très, très peu. Très, très peu. Il y a à Ettendorf plusieurs, oui, c'est vrai, mais très, très anciens, beaucoup plus anciens. Oui, alors, mais il me semble bien que ce n'était pas conseillé, enfin, conseillé, c'était interdit même. Hein. Je vérifie ça. Oui, si tu veux bien. Merci beaucoup. Une petite question à Zoé Tri, là. Quel est votre rapport, relation avec Gundershofen? Alors, elle n'a pas son micro allumé, oui. Son micro allumé. Zoé, vous nous entendez? Je ne suis pas sûr. Alors, je voudrais dire bonjour aussi à Muriel Acker, qui a son papa qui est enterré à Gundershofen, et puis aussi sa grand-mère. Non, vraiment, mon père n'est pas enterré à Gundershofen. C'est juste pardon, oui, je dis des bêtises. Grands-parents paternels. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ta grand-mère qui vient, pas ton père. Je suis d'accord. Ma grand-mère et mon grand-père. Hein. Oui, je te demande pardon. Ah oui, Raymond. Oui.
Oui, vous aviez parlé de San Francisco tout à l'heure. Oui, vous avez corrigé, vous avez bien fait. Oui, l'enfant il a grandi, il a perdu ses parents à Rio et il a été recueilli par son oncle et il est retourné en Europe à Gundershofen et il est décédé à 10 ans, l'enfant. Mais il y a vraiment des gens de San Francisco, c'était les Gradvol. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a aussi San Francisco. C'était pas confondu. une erreur. Il y a aussi San Francisco. Il a une mémoire d'éléphant, ce garçon. On nous demande quand les tombes du cimetière seront en ligne, alors il faudra attendre encore quelques semaines parce que c'est beaucoup de travail de mise en marche, mais ça viendra d'ici quelques semaines, je pense que ce sera annoncé sur le site. Parce qu'on a 783 fiches Excel et puis environ 3 fois plus de photos. Et il faut associer tout ça. Exactement. Et ce n'est pas un petit boulot. Nous, ici, on ne savait pas le faire, mais heureusement que chez Michel, il y a des Hochum qui savent le faire. Des Hochum en informatique. Et pas de Hüttener. Pas de Hüttener. De Gundershofen. Non, de Jérusalem. Oui, non, j'entends. Alors, vraiment, je voulais te remercier beaucoup. C'était passionnant. Comme toujours. J'espère que ça vous a plu, oui, voilà. Alors, la semaine prochaine, le 1er novembre, il n'y aura pas de Zoom, mais la semaine après, on se voit. On se voit dans 2 semaines. Et quel sera le programme dans 2 semaines? Ah, c'est des surprises. Ah, d'accord. Est-ce que je peux poser une petite question? Ça veut dire qu'il ne sait pas encore. Est-ce que je peux poser une petite question? Raymond, pourquoi est-ce que les gens de Beach n'étaient pas enterrés à Beach? Il y avait un cimetière à Beach. Non, il n'y a pas de cimetière à Beach. À Beach? Il n'y a jamais eu de cimetière, c'était une communauté très... il n'y en a jamais eu. Ah, d'accord. Puisque les gens de Beach se font enterrer selon les cas à Ingviller ou à Gundershofen, mais il n'y a pas de cimetière. Ah, d'accord. Pourquoi la communauté n'était pas assez importante? Alors, j'en sais rien. Il y avait une choule. C'est ça, la choule est une grande choule. Oh non, elle n'est pas si grande. Elle n'est pas tellement grande, non. Non, elle n'est pas très grande. Elle était mise en vente sur le Bon Coin, il y a quelques mois d'ailleurs. On pouvait l'acheter pour 10 000 ou 15 000 euros, je crois. Mais non, elle n'est pas très grande. Par contre, il y avait quelques familles importantes. Les Mock, par exemple, les Hirsch. Voilà. Il y avait aussi, d'ailleurs, originaire du coin, une famille très connue qui sont les Frenkel. Voilà, de Rothbach. Il y a aussi Rothbach. Oui, mais Rothbach, c'est le cimetière d'Oberbronn. Enfin, le Rothbach, ça se partage entre Ingviller et Oberbronn. Mais il y a Rothbach à Gundershofen. Oui, il y en a un, il n'y a pas beaucoup. Peut-être c'est une femme. Par contre, au cimetière d'Oberbronn, on va trouver du Rothbach, du Hoffiler et surtout du Berenthal. Berenthal, qui est le lieu d'origine des Frenkel. Voilà, exactement. Qui ensuite ont déménagé à Niederbronn avant de partir à Strasbourg. Mais il y en a Berenthal, Rothbach. Oui, dans le nouveau cimetière. Aussi, il y en a je peux te dire combien il y en a. Ah, les parties récentes. Dans la partie récente. Non, je ne sais pas entendu, mais il y en a. Dans la partie récente, non, c'est pas possible. Il n'y a plus de communauté à Rothbach depuis 100 ans ou plus. Ah, il faut que je revoie. Il n'y a plus de juifs, ça c'est pas possible. Alors, Rothbach, sur ma petite fiche. Écoute, moi je ne trouve pas de Rothbach. Si, Rothbach enterré à Gundershofen, une tombe qui date de 1885. Alors, c'est les parties anciens encore. Oui. Dans l'ancien cimetière, oui, mais là je n'ai que l'ancien cimetière. Comme on n'a pas terminé les traductions, je ne peux pas faire de statistiques sur un fichier Excel qui n'existe pas encore. D'accord. Bon, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci. Et on se voit dans merci à 2 vous semaines. de m'avoir supporté. Merci, monsieur Rossan. Merci. À très bientôt. Michel, tu as rajeuni. Pardon? Tu as rajeuni. Sur son image. À bientôt, merci beaucoup. Allez, Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir, Yeshua. Au revoir, Mia.